Je vous présente cette contorsionniste extraordinaire, Emerald Gordon Wolf. Alors en dehors de cette tenue qui est déjà fantastique, elle a des positions qu'on n'imaginerait pas faire, peu l'a dit. Peut-être que nos invités connaissent ça. Bonjour Frédéric. Bonjour Boris. Vous êtes médecin rhumatologue. Et bonjour Hélène. Bonjour Boris. Masso-kinésithérapeute. Frédéric, vous savez faire ça? Je pense que j'ai de mauvais gènes et je manque d'entraînement. Et avec un petit peu d'entraînement, avec un kiné, ça peut pas se faire? Ça peut pas le faire? Alors on peut probablement gagner en souplesse. De là à faire ses prouesses, je ne suis pas certaine. Mais quand on les regarde, ça nous fait mal, même en les regardant. Est-ce qu'il y a une explication à ça d'ailleurs? C'est l'aspect non physiologique. Donc tout le monde ne peut pas, au-delà de la norme. Tout le monde ne peut pas, avec ses articulations, assurer ce type de posture. Mais nos articulations, elles nous servent déjà, et c'est déjà très important, à marcher, à courir, à danser, et même à nous asseoir. Alors ça, tout ça, quand ça va bien, c'est super, mais parfois, ces articulations sont source de gêne, sont source de douleur. Et ce qu'on vous promet dans cette émission, notre pari, on va le tenir, c'est de vous aider à maintenir vos articulations en excellente santé tout au long de votre vie. Bonjour et bienvenue dans PUMS. Alors devant vous là, Frédéric, vous avez toute la famille Playmobil. Vous jouez avec ça, je ne sais pas. Donnez-moi un Playmobil. Je voudrais montrer quelque chose. Madame Playmobil. Madame Playmobil, elle est assez peu dotée en termes d'articulation. Hein. Elle peut juste s'asseoir, lever le bras et vaguement, ça c'est dans les Playmobil les plus récents, en réalité, bon ça fait un peu de temps quand même, mais au début, il n'y en avait pas, ils peuvent tourner la main. Alors, contrairement aux humains, ils ne peuvent pas faire grand-chose. Nous, on peut bouger les articulations. On en a combien, des articulations? Entre 250 et 300. Alors vous dites entre 250 et 300, ça veut dire qu'il n'y a pas un nombre fixe? Alors il y a un nombre fixe, mais il y a des variantes du normal. Donc on peut imaginer qu'il y a un petit peu plus chez vous, par exemple. Qui aurait plus d'articulations que vous ou que vous? Pourquoi pas? Bon, on va les compter tout à l'heure. Peut-être pas tout de suite, parce qu'il faut qu'on vous donne tous nos conseils. On va, dans cette première partie d'émission, vous expliquer comment fonctionnent les articulations. Dans la deuxième partie, avec notre invité, le professeur Berenbaum, on vous donnera tout ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas pour lutter contre l'arthrose. Et dans la troisième partie de cette émission, on donnera tous les conseils, arthrose, pas arthrose et quel que soit votre âge, pour maintenir en forme vos articulations tout au long de votre vie. Alors on va regarder la théorie, la fameuse théorie de l'évolution. Et apparemment, les articulations se sont développées au cours du temps, quand on est passé de la position rampante à la position debout, Frédéric. Alors on est passé de la position rampante, puis à quatre pattes, puis sur deux pieds. Et ça s'est fait avec des modifications, bien sûr, du squelette, des articulations, des muscles, des ligaments, et puis des besoins. Des besoins pour l'être humain de se protéger, donc de pouvoir se lever pour voir l'ennemi. Et après, d'être debout pour pouvoir porter. Ce sont des données d'anthropologie qui permettent d'expliquer pourquoi l'évolution s'est faite dans ce sens-là. Et on n'a pas le même squelette que les animaux, parce qu'ils n'ont pas besoin de se lever. Enfin... Certains, les mammifères ont des structures articulaires assez voisines, mais la position, les angles de différentes articulations sont différentes. Alors venez avec moi, Frédéric, aux côtés de Oscar. Oscar qui fait partie aussi de l'équipe de PUMS. Il a plein d'articulations. Certaines bougent, d'autres ne bougent pas. Expliquez-nous. Effectivement, il y a certaines articulations qui ont un rôle de soutien pour solidariser, par exemple, les différentes pièces du bassin. Celles-ci peuvent être mobiles à certaines périodes de la vie, par exemple au moment de l'accouchement, parce qu'elle va permettre de laisser passer le bébé. Et puis, vous avez des articulations, le crâne a plusieurs articulations, la calotte crânienne, mais qui sont fixes. Ça, ces petits traits ici... Ce sont des articulations, mais qui ne sont pas mobiles. Et à quoi ça sert d'avoir des articulations pas mobiles? Ça sert à protéger. À protéger. Alors, un cerveau, moi aussi, peut-être plus petit que le vôtre, mais en tout cas, ça protège. Alors, il y a beaucoup d'articulations qui sont mobiles. On peut faire beaucoup de choses avec nos articulations. Hein. Peut-être pas dans ce sens-là. Alors, on va regarder ce qu'on peut faire. Parce qu'on a fait beaucoup de choses avec Oscar, avec l'équipe de PUMS. Regardez, on peut l'enlacer. C'était Laetitia, l'une des premières collaboratrices de PUMS. Et puis là, oh là là, toute l'équipe. Marion avec son masque, c'était pendant le Covid. Eric, qui s'est aussi enlacé. Bah voilà, elle s'est gratter peut-être un petit peu la joue avec Oscar. Bref. Ces articulations, elles nous permettent de faire énormément de choses. Et on a vu que l'amplitude est variable suivant les personnes.
Vous, justement, auprès des articulations, est-ce que vous les faites toutes travailler pour les améliorer, pour les maintenir en bonne santé, aussi bien les mobiles que les fixes? Alors, en tant que kinésithérapeute, on a des actions sur les articulations mobiles. Donc, on va les faire travailler en fonction des besoins du patient. En revanche, on n'a pas d'action sur les articulations du crâne, par exemple. Alors, on va prendre un exemple d'articulation qu'on a tous connu, en tout cas qu'on connaît tous, cette articulation du genou. Expliquez-nous, Frédéric, comment ça marche. Eh bien, c'est un moyen d'union entre deux structures osseuses, par exemple ici le genou, avec à la surface de chaque pièce osseuse du cartilage, on ne le voit pas, qui a un rôle d'amortisseur et qui permet justement le mouvement sans heurts, sans accrochage. Et là, dans le cas particulier du genou, vous avez ce qu'on appelle les ménisques, qui jouent un peu un rôle de joint de cocotte-minute entre les deux pièces. Donc en haut, c'est l'os de la cuisse, hein, Ouais, c'est le fémur. En bas, les os des jambes, tibia péroné. Et l'articulation, la jonction entre les deux. Exactement. Ça, c'est l'articulation elle-même, mais en fait, il y a toute une machinerie autour. Alors, il faut nous montrer, dessiner, vous pouvez dessiner. L'articulation, ça n'est pas simplement que cela. C'est en fait deux pièces osseuses, je vous les ai montrées. Ensuite, vous avez le cartilage qui est à la surface, que voici. C'est bien lisse, bien souple. Et puis, vous avez autour ce qu'on appelle le tissu capsulo-synovial, la membrane synoviale qui va nourrir l'articulation, avec également un autre élément qui est la capsule, qui est un premier élément de soutien pour solidariser, pour éviter que ça se déboîte en quelque sorte. Et je rajoute à ça, pour faire bon poids et parce que vous m'êtes sympathique, les ligaments. Et donc, alors, c'est pas fini, ça n'est pas fini. Ouais. Il en manque un petit morceau. Il manque quoi? Il manque les tendons. Les tendons, les voilà. Et entre le tendon et l'extrémité osseuse supérieure, il y a le muscle. Et donc l'articulation, en fait, c'est cet ensemble. La vie de l'articulation ne se réduit pas à la vie du cartilage. C'est extrêmement important parce que ça veut dire que quand on veut prendre soin de l'articulation, travailler le muscle, c'est extrêmement important, Hélène. Bien sûr. Et l'autre élément, c'est qu'il faut toujours maintenir le mouvement. Le mouvement. Puisque de toute façon... La vie, c'est le mouvement. Exactement. Et l'articulation, elle a besoin de mouvement pour vivre. Alors, les articulations, on a compris que c'est de la mécanique finalement. Et ce qu'on sait, c'est que ça bouge tout le temps. Il faut que ce soit robuste. Hélène, combien de fois une articulation est utilisée chaque jour? On sait compter ça? On ne peut pas le compter, mais c'est plusieurs milliers de fois par jour, hein, dans des amplitudes différentes suivant le type d'articulation et les amplitudes qu'elles peuvent avoir, hein, leur particularité anatomique. Mais oui, ça bouge plusieurs milliers de fois par jour. Il faut avoir conscience que ne serait-ce que prendre un verre d'eau, j'ai mobilisé peut-être plusieurs dizaines d'articulations. Les doigts jusqu'à l'épaule, jusqu'à votre rachis, pour stabiliser. Oui. Donc, pourquoi certains ont des articulations qui sont très souples, comme on a vu tout à l'heure, le cas particulier des contorsionnistes, et d'autres rigides, c'est-à-dire on a du mal à faire des mouvements. Enfin, je me sens concerné, c'est pour ça que je pose la question. Il y a deux éléments. Il y a des éléments génétiques qui font qu'on a une certaine mobilité extra-habituelle, ce qu'on appelle un syndrome d'hypermobilité articulaire, probablement parce qu'il y a des anomalies du tissu collagène qui constituent ces pièces, et puis l'entraînement. Et là, la contorsionniste qu'on voit ici, c'est pas que l'entraînement, hein. C'est aussi les gènes, il y a aussi dont vous parlez. Hein. Il y a aussi les gènes. Alors, est-ce que la manière dont on les utilise au quotidien, au-delà de l'entraînement réellement pour la performance, ça peut intervenir dans cette souplesse, améliorer la souplesse ou au contraire la limiter? Bien sûr, il y a des facteurs aussi culturels. Par exemple, en Inde, on voit des personnes qui facilement se mettent en position accroupie, chose qui est difficile on voit ça ici, parce qu'on n'en a pas l'habitude, tout simplement aussi. Là, on voit parfois, c'est vrai, aux arrêts de bus, hein, les personnes qui attendent, alors que nous, soit on reste debout, soit on essaie de s'asseoir. Et cette position accroupie au quotidien va... Elle entretient une souplesse des différents éléments dont Frédéric a parlé, que ce soit la capsule, les ligaments, les muscles. C'est des choses qui ont besoin d'être entretenues dans les amplitudes. Bon, on va peut-être faire l'émission accroupie, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Non? Non, je ne jouerai pas. Restez avec nous, alors, parce qu'il faut encore que vous nous donniez tous vos conseils, parce que les articulations, ça s'abîme avec l'âge, on n'y peut rien. Alors, on pourrait penser qu'à force de les utiliser, ça s'use et que c'est normal et que on finisse tous avec des articulations abîmées. Est-ce qu'on n'est pas condamné finalement à avoir des articulations abîmées après un certain âge? Non, en fait, c'est vrai que tous les tissus vont s'user avec le temps,
mais ce n'est pas pour autant qu'on va avoir des difficultés. Vous nous dites qu'il faut continuer à utiliser nos articulations tout au long de la vie, alors que vous nous dites qu'à force de les utiliser, on peut peut-être les abîmer. Donc il y a quand même une contradiction ici. Il y a une usure excessive qui peut effectivement abîmer l'articulation. Par exemple, le poids, une sursollicitation sportive, ou bien des anomalies après une entorse du genou qui font qu'il y a une instabilité ou des fractures qui font que les angles de fonctionnement de l'articulation sont modifiés. Tout ça, ça peut accélérer des lésions du cartilage. Mais le mouvement normal, il faut le promouvoir pour maintenir en forme son articulation. Pour maintenir l'articulation en bonne santé, oui. La sédentarité est catastrophique sur les articulations. Elles ont vraiment besoin de bouger pour se maintenir en bonne santé, en fait. Donc on retient ce message, le mouvement, même s'il utilise les articulations, il va maintenir vos articulations en bonne santé. Alors l'arthrose, ça touche environ 10 millions de personnes, principalement les personnes âgées de plus de 40 ans. Quand je dis 10 millions, c'est en France. Alors on va voir, est-ce qu'on est tous malades d'arthrose après 40 ans? Venez avec moi Frédéric, pour qu'on comprenne vraiment ce que c'est que l'arthrose. Là encore, on a pris une image de genou. Donc ça, c'est une articulation qui fonctionne bien. Elle est normale. Le jeu est indolore, le jeu est complet, il n'y a pas de souci. Et le cartilage, il est ici. Et le cartilage, c'est ce qui est en bleu pour le coup. Et vous voyez sur la radio qu'il n'y a plus de cartilage. Il n'y a plus de cartilage. Comment on voit ça, qu'il n'y a plus de cartilage? L'os est en blanc. Entre les pièces osseuses que je vous ai montrées tout à l'heure, il y a du noir. Ça, normalement, il y a du noir. Et là, il n'y en a pas. Et là, il n'y en a plus. Donc là, il y a vraiment une arthrose radiologique évoluée. Est-ce que c'est toujours une maladie ou est-ce que c'est un vieillissement normal? C'est un vieillissement normal. On peut avoir des personnes qui ont une arthrose radiologique aussi importante et qui n'ont aucun symptôme. Donc entre l'arthrose radiologique et l'arthrose symptomatique, il y a des différences. Donc c'est important de préciser que les signes que l'on voit à la radio ne sont pas forcément le témoin que l'on a mal à cause de ça. Absolument. Alors est-ce qu'on peut réparer un cartilage qui est dégradé, parce qu'on a compris que ce n'est pas forcément une maladie, mais dans certains cas, l'arthrose, on va revenir s'asseoir, va s'aggraver, ça devient douloureux, on n'a plus de doute que c'est ça qui provoque des douleurs. Est-ce qu'on peut réparer ce cartilage détérioré? À l'heure actuelle, non. Mais par contre, on peut prévenir son aggravation. Et c'est là, c'est le jeu. On va faire appel à notre joker, c'est-à-dire Hélène. Alors Hélène, kinésithérapeute, comment on fait pour éviter l'aggravation de l'arthrose? Eh bien, on va devoir maintenir cette articulation, lui maintenir des mobilités correctes. Donc, ce qui va assurer la mobilité, c'est les muscles. Donc, travailler les muscles pour faire bouger l'articulation. En bougeant l'articulation, on va permettre au liquide synovial de circuler dans l'articulation et de nourrir le cartilage, mais aussi de faire le ménage dans l'articulation. Ça, c'est le premier point. Et on va aussi travailler les muscles pour assurer la stabilité de l'articulation. Une articulation qui est bien stable va mieux répartir les contraintes et donc freiner l'évolution de l'arthrose. Alors, quand l'arthrose est devenue vraiment invalidante, on continue à faire de la kinésithérapie, mais on peut être amené à remplacer l'articulation par une prothèse. Alors, on a ici des maquettes de prothèses, c'est assez impressionnant. Ici, c'est une prothèse de hanche. On va prendre la prothèse de genou parce qu'on a compris que vous aimez bien le genou, Frédéric. Et quoi, il y a du métal là, c'est de l'argent, c'est de l'or, c'est quoi? Il y a du métal, il y a différentes structures, des polyéthylènes, des céramiques, par exemple pour la hanche. Donc on a remplacé le cartilage qui était malade. Ça c'est le blanc en fait finalement. Le blanc. Non, le cartilage, le voilà. On a remplacé le métal. Le métal. Il a été remplacé par du métal. Et puis on a mis ici une pièce en polyéthylène qui est ancrée sur le tibia. Et on a donc comme ça la possibilité de maintenir un mouvement de flexion-extension. Alors on va remettre cette prothèse sur sa table. L'objectif maintenant c'est d'éviter la prothèse. Mais avant cela, on a parlé d'arthrose. Il y a un autre problème qui peut toucher les articulations, c'est l'arthrite. Et it, ça veut dire inflammation. C'est toujours compliqué. Alors s'il vous plaît Frédéric, c'est pour ça que vous êtes là. Expliquez-nous en termes ultra simples ce que c'est que l'inflammation d'une articulation. Et pour mieux se concentrer, on va enlever d'abord le genou là, parce que tout le monde regarde le genou, parce que c'est vrai qu'il est beau. On va le mettre là. Expliquez-nous ce que c'est que l'inflammation de l'articulation. Il était une fois une articulation saine. Et un beau jour, un microbe est arrivé par le sang
par une infiltration, il est arrivé dans la membrane synoviale que je vous avais dessinée en vert. Et une inflammation, le microbe s'installe dans la membrane synoviale, va recruter des tas de globules blancs, cellules de l'inflammation, et ça va venir petit à petit dégrader le cartilage, dégrader l'os. Ça, c'est l'infection articulaire. Donc une infection, c'est un microbe, quoi. C'est un microbe, une bactérie. Après, il y a un autre mécanisme où il y a la présence de petits cristaux. Des cristaux? Et oui, vous vous rappelez de la goutte. Le cristal. C'est pas du Swarovski, ce ne sont pas des diamants. Non, ce sont des cristaux d'urate pour la goutte. Acidurique, ah oui, ça. Dérivé de l'acidurique. Ouais, on a une émission là-dessus. Hein. Et puis des cristaux calciques, des cristaux de calcium. Et notamment chez des gens plus âgés, on voit ça. Et ça va se retrouver à la surface du cartilage et ça va donner une réaction inflammatoire de la membrane synoviale. Ce sont des exemples. Après, il y a des maladies auto-immunes, comme la polyarthrite, qui peuvent donner une inflammation par d'autres mécanismes. Mais ça, c'est le principe. Alors, on va aller regarder des images. Vous allez nous faire un diagnostic en regardant les images, peut-être. On essaye. Des images de mains, parce que en haut, c'est de l'arthrose. En bas, c'est de l'arthrite. Vous le voyez à l'œil nu, ça? Oui, c'est mon cœur de métier, mais on va y arriver. Alors, vous allez y arriver. Avec PUMS, on arrive à tout. Donc vous avez en haut des mains d'une personne âgée, vous voyez qu'il y a des désaxations des articulations, vous voyez même qu'il y a des petits gonflements sur l'articulation qui est la plus proche de l'ongle. Ça, c'est caractéristique de l'arthrose des doigts. Parce qu'il n'y a pas que l'arthrose du genou. En bas, vous avez l'arthrite. Et là, vous voyez qu'il n'y a pas de déformation, sauf la position des doigts qui sont en flexion, avec des gonflements tout partout. Ça, c'est une arthrite. C'est gonflé. C'est gonflé. Alors ça, à l'œil nu, vous pouvez faire la différence. Tout le monde n'a pas. Alors après, non, parce que oui, mais le rhumatologue a des doigts de fée, donc on est capable, en palpant, de voir si c'est dur. L'arthrose, c'est des productions d'os, donc c'est ce qu'on appelle des nodosités des Verden, peu importe, c'est des productions d'os, c'est dur. Alors que là, c'est gonflé, c'est un peu mollasse sous les doigts. C'est une inflammation de l'articulation. Donc ça, c'est le rhumatologue qui peut le savoir, mais vous, qui nous écoutez, qui nous regardez, on peut vous donner un moyen pour évaluer si vous êtes plutôt du côté inflammatoire, arthrite, ou du côté arthrose. Et ça, c'est le type de douleur. Racontez-nous comment on fait la différence soi-même. Alors encore une fois, il y a deux types de douleurs. Il y a classiquement la douleur mécanique, où on utilise l'articulation et ce faisant, on déclenche la douleur. Donc ça vient la journée, c'est maximum le soir, vous voyez, au coucher du soleil, et ça survient au cours de la marche, au cours de l'effort. Et le simple fait de s'asseoir, de se reposer, ça atténue et ça fait disparaître la douleur. Douleur mécanique. À l'inverse, vous avez la douleur de type inflammatoire. Donc la lune veut dire que ça survient la nuit, ça réveille le patient, c'est très gênant le matin, avec cette sensation de raideur, comme si on avait les doigts pris dans du ciment. Et ça s'accentue dès lors qu'on s'arrête de marcher ou d'utiliser ses mains. Tant qu'on ne s'arrête pas, ça s'atténue. Et il y a ce qu'on appelle le dérouillage matinal, c'est-à-dire une période de moins 30 minutes pendant lesquelles la personne est gênée, a l'impression d'avoir la main dans le ciment, dans la colle. Alors en cas de poussée inflammatoire, j'imagine qu'on prend des médicaments anti-inflammatoires. Vous avez des bonnes connaissances de base de rhumatologie. Alors qu'est-ce que vous proposez? On va se rasseoir en dehors des médicaments, et là on va poser la question à Hélène, contre l'arthrite, est-ce que la kiné est aussi une bonne solution? Alors on accompagne les patients bien sûr. Ce qui va être important, c'est toujours assurer la mobilité et le travail musculaire, mais on va le faire en fonction de la douleur. Donc ça va être de la kinésithérapie très douce qui va être fait tant que les douleurs sont présentes. Et en fait, on tient vraiment compte de la douleur comme indicateur. Alors on voit à chaque fois que vous nous parlez des mouvements, arthrite, arthrose, et on comprend à quel point ce mouvement et aussi les contraintes que l'on fait subir à nos articulations sont essentielles. Et d'ailleurs, il y a quelque chose d'un dingue, c'est les astronautes mettent leurs articulations en danger. Expliquez-nous pourquoi. On voit Thomas Pesquet ici, nos astronautes. Lorsque Thomas Pesquet est dans la station, en fait, son corps n'est pas soumis à la pesanteur. Donc ses os, ses articulations reçoivent peu de contraintes, ses muscles travaillent moins. Et du coup, pour compenser ce déficit qui serait vraiment néfaste à sa santé, il est contraint de faire plusieurs heures de sport par jour dans la station. Alors, dans quelques minutes, on va faire quelques exercices, des choses simples que vous pourrez appliquer vous-même pour garder vos articulations en bonne santé. Mais avant cela, on va reparler
de l'arthrose et des traitements efficaces, ou au contraire, vous allez voir, des choses qui sont plus ou moins inutiles. On en parle avec notre invité. Bonjour Francis Birenbaum. Bonjour. Installez-vous, bienvenue à PUMS. Vous êtes professeur de rhumatologie et accessoirement, vous avez été l'un de mes premiers profs de médecine. Je m'en rappelle comme si c'était hier. C'était presque hier. Hein. Avant-hier, on va dire. Avant-hier. Alors avec vous, on va parler de l'arthrose, de ses traitements et voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Et on va faire tomber pas mal d'idées reçues. Alors, on a dit il y a quelques minutes qu'on peut soigner l'arthrose, mais qu'on ne peut pas en guérir. Même avec des médicaments. Absolument. On n'a pas de médicaments aujourd'hui qui soient capables de guérir l'arthrose. D'ailleurs, on n'en a même pas qui soient capables de retarder la maladie. On a des traitements qui sont capables de soulager les douleurs quand on peut les prendre, parce qu'on va voir que ce n'est pas forcément le cas. Et donc, du coup, on va beaucoup s'appuyer sur des traitements qu'on dit non pharmacologiques, non médicamenteux. Alors, j'imagine que vous allez nous parler de la perte de poids, également de l'activité physique. Alors, il faut dire une chose, hein, quand on nous dit que si on a de l'arthrose, il faut faire de l'activité physique, c'est un peu contre-intuitif, parce que l'arthrose, ça fait mal, et donc le premier réflexe, c'est de s'arrêter de bouger pour ne plus avoir mal. Eh oui, c'est d'ailleurs ce qu'on a dit, hein, même les médecins le disaient pendant plusieurs années. On s'est aperçu que finalement, en fait, il faut bouger. Les articulations, même quand il y a de l'arthrose, eh bien, il faut les faire bouger. C'est très important. On a remarqué que ça avait même un effet antalgique. C'est-à-dire, ça diminue la douleur. Ça diminue la douleur. Il y a une étude qui a été faite très très intéressante qui a montré, par exemple, 6000 pas par jour soulageaient les douleurs d'arthrose. Alors, il faut faire attention, hein, les chiffres comme ça, il faut plutôt personnaliser après le traitement en fonction du terrain, en fonction de beaucoup de choses. Mais simplement pour dire que l'activité physique est démontrée comme étant efficace sur les symptômes de l'arthrose. C'est vraiment démontré. Le premier facteur de risque d'arthrose après l'âge, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, avec l'âge, eh bien, l'arthrose s'installe, eh bien, c'est l'excès de poids. Et vous nous dites souvent, vous rhumatologues, qu'il faut perdre du poids. Moi, je voudrais vous parler un instant de mon expérience, cette fois-ci. Quand je vois des patients qui sont en surpoids, en situation d'obésité, ils se sentent coupables. Tous les médecins leur disent... Perdez du poids. Les courriers se terminent par « Je l'encourage à perdre du poids pour améliorer son arthrose ». Je ne vous cache pas, je vous le dis sans filtre, que c'est super décourageant souvent, les patients, et je ne sais jamais quoi leur dire. Est-ce que c'est vraiment ça le message, et perdez du poids? Il suffit de perdre quelques kilos. Par exemple, on dit environ 5% de son poids. Alors par exemple, on va prendre un exemple. 100 kilos, ça fait 5 kilos à perdre. 95. Voilà. Bon, c'est quelque chose, effectivement, c'est un effort. Et puis, certainement, ça demande également d'être accompagné pour cela. Mais on n'est pas en train de dire, voilà, il faut perdre 20 kilos. D'accord. Souvent, les gens disent, voilà, je suis en obésité parce que j'ai un IMC à 31. Il faut que je perde 20 kilos pour arriver à un IMC normal. C'est pas ça votre message? Non, pas du tout. Non. Le message, c'est, vous allez vous en apercevoir probablement assez rapidement, dès les premiers kilos. Donc, c'est quand même un message, on va positif, dire, plutôt positif. Alors en termes de régime, maintenant on va parler de l'alimentation. Il y a pas mal de propositions sur les réseaux sociaux. On va citer les curcuma, les orties, le bouillon d'os et des régimes d'exclusion. On a ici quelques captures, parce que c'est du vrai, hein. On voit ça sur Internet. Ah oui, absolument. Oh là là. Bouillon de soupe d'ortie, par exemple, avec des effets anti-inflammatoires et reminéralisants. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que vous vous doutez un petit peu de ce que j'en pense. Non, pas du tout. Pas du tout. Bon, écoutez, tout cela, c'est suite à, en général, quelques expériences qui ont été faites dans un tube à essai, sur quelques cellules ou choses comme ça, et puis ça montre des petites choses. Et alors on se dit, ça y est, c'est bon. Il va y avoir une activité anti-inflammatoire, par exemple, hein, si on prend cet exemple-là, du produit quand on va le prendre. Mais il y a une différence entre le tube à essai et le corps humain. Et je vais prendre l'exemple. On n'est pas qu'un tube. On n'est pas qu'un tube. Je vais prendre l'exemple du chou, par exemple, parce que le chou aussi est quelque chose qui revient et qui est démontré comme ayant des propriétés in vitro, hein, c'est-à-dire dans le tube à essai, comme étant vraiment bien anti-inflammatoire. Les brocolis, hein, par exemple. Les brocolis, très, très bon exemple. Eh bien,
la théorie, c'est peut-être ça. Mais s'il faut que vous preniez 2 à 3 fois par jour du brocoli, est-ce que vous pensez que c'est un régime qui va être facile à suivre? Je ne pense pas. Je pense que ça sera assez compliqué, pour vous et pour l'entourage d'ailleurs également. Donc, si vous voulez, il y a une différence entre la théorie, le tube à essai, voilà, et puis ensuite quand on passe à la vraie vie. Et l'histoire des régimes anti-inflammatoires? Ah oui, alors ça c'est la mode actuelle. Bon, vous voyez, j'ai quand même quelques cheveux blancs. J'ai connu tous les types de régimes d'exclusion, possibles et inimaginables, ou tous les types de régimes. Bon, alors, à chaque fois, c'est en général en même temps que la publication d'un livre, évidemment, d'un auteur qui va certainement en vendre beaucoup. Alors, en ce moment, la mode, c'est le régime anti-inflammatoire. Voilà, c'est la mode actuelle. Bon. Alors, on va sûrement trouver, et on trouve, des éléments qui montrent qu'effectivement, telle alimentation associée va avoir des effets, encore une fois, probablement, peut-être chez l'animal. On va pouvoir le gaver pour montrer qu'il y a effectivement un effet anti-inflammatoire. Le seul problème, c'est que pour nous, on vit beaucoup, nous, je parle les médecins hospitalo-universitaires, en médecine fondée sur les preuves. La preuve, c'est les essais cliniques. Et là, il n'y a pas de preuve avec Et là, il n'y a ces pas de régimes. preuve. Mais juste, alors toutes ces personnes qui disent « depuis que j'ai exclu tel aliment ou que je suis un régime anti-inflammatoire, ça va mieux », c'est placebo alors? Bah écoutez, je ne sais pas si c'est placebo, mais il y a certainement un côté très personnel du fait de s'être engagé dans un objectif en se disant « je vais faire ceci pour essayer d'améliorer cela ». Donc déjà, il y a une volonté. Bon, bah, le fait qu'il y ait cette volonté va faire qu'on va essayer de le positiver quelque part. Et on sait que la douleur, c'est déjà très lié aussi à son état psychique. Absolument. Ça fonctionne. Ici, on a amené du paracétamol, Oui. du Doliprane et Feralgan, il y a les anti-inflammatoires, il y a l'aspirine. Ça fonctionne contre la douleur. Donc, en première intention, ce qui fonctionne contre la douleur, c'est les anti-inflammatoires non stéroïdiens, les AINS. Par exemple, ibuprofène, naproxène, tout ça, c'est des molécules qui sont utilisées contre l'inflammation. Exactement. Mais ces médicaments, etc. Donc tous ces médicaments-là, c'est efficace contre la douleur de l'arthrose, mais c'est souvent difficile à prescrire. Soit parce que ce n'est pas bien toléré au point de vue digestif. Ça brûle l'estomac. Ça peut Exactement. brûler l'estomac. 30% des personnes arrêtent leur traitement anti-inflammatoire parce qu'ils ne le supportent pas. Et puis sinon, il y a des contre-indications. Ça, c'est ce que dit d'ailleurs la NSM. Exactement. Attention au mésusage des anti-inflammatoires. Exactement. Donc ça doit être prescrit pour la durée la plus courte possible, à la posologie la plus faible efficace possible. Mais bon, il y a quand même une efficacité, on est bien content de les trouver quand même, nous médecins, quand on peut les prescrire, quand il n'y a pas les contre-indications cardiovasculaires, parce que ça parfois on oublie, les contre-indications d'hémorragie digestive ou d'ulcère à l'estomac. Donc, il y a beaucoup de contre-indications, mais quand on peut les prendre pour une courte durée, ça marche. Alors, le paracétamol, ça a un avantage, c'est que c'est en général bien toléré quand on respecte la posologie. Oui, il ne faut pas dépasser, on en parle dans une autre émission, pas plus de 3 grammes par jour, parce que là, cette fois-ci, c'est le foie qui peut prendre un sacré coup. Donc, imaginons qu'on prenne du paracétamol. Mais, malheureusement, on n'arrive pas à démontrer une efficacité. Même pour l'arthrose? Oui. Alors attention, on est en comparaison de groupes. D'accord ? On est quand on compare un groupe qui prend du paracétamol avec un groupe qui va prendre du placebo. Et ça ne fait pas mieux que le placebo ? Statistiquement, petite différence. Mais cette différence est tellement faible que ce qu'on appelle la pertinence clinique est trop faible. C'est-à-dire que le patient, lui, ne va pas s'en apercevoir de cette différence. Alors attention, rien ne dit que pour certaines personnes, il y a une efficacité particulière, et dans ces cas-là, tant mieux, et qu'on la garde. Donc chacun peut essayer. Voilà, et comme c'est bien toléré, en général, dans ces cas-là, autant profiter de cela. Alors les crèmes en local, les crèmes qu'on peut mettre topiques. sur les topiques. Ce qu'on appelle les topiques. Alors, on peut se masser aussi avec. Oui, absolument. Oui, d'ailleurs, j'aurais dû dire que les anti-inflammatoires, il faut d'abord essayer en topique. Et ça marche ? Eh bien, chez certaines personnes, il y a une efficacité. Dans les essais cliniques, il y a une certaine efficacité. Donc oui, le topique peut être essayé. Après, ce n'est pas toujours facile parce qu'il faut le faire plusieurs fois dans la journée. Et donc là aussi, il y a la vraie vie qui fait que ça peut être pas si simple que ça. Mais oui, il y a une efficacité démontrée des topiques anti-inflammatoires. Alors on va parler de quelque chose qui est un peu plus spectaculaire. Oula, je fais tomber mon paracétamol. Je regarde parce qu'on ne sait jamais, peut-être que ça marche. Oui, ça peut servir. Donc ça, c'est de l'acide hyaluronique.
Oui. C'est un produit qu'on peut utiliser aussi à visée esthétique d'ailleurs, Oui. paraît-il. Mais là, c'est pour les articulations. Alors, c'est assez logique d'imaginer que ça peut fonctionner, puisqu'il y a de l'acide hyaluronique à l'intérieur des articulations. Et donc, l'idée, c'est d'injecter, normalement, on met une aiguille, de l'acide hyaluronique dans l'articulation. On va vous montrer, je ne sais pas si ça se verra à l'écran, la consistance de l'acide hyaluronique. C'est assez visqueux, comme ça. Je vais vous montrer la différence avec une seringue d'eau. Et là, vous savez ce que c'est de l'eau, voilà, ça coule. Est-ce que injecter de l'acide hyaluronique dans l'articulation, ça fonctionne? Ça semble intuitivement logique. Alors, je vais vous donner une réponse. C'est le traitement le plus efficace qui existe dans l'arthrose aujourd'hui. Bah, c'est génial. Non, Voilà. parce que c'est aussi efficace que le placebo. Mais là, vous nous déprimez, Francis Berenbaum. Alors attention, je suis dans l'excès volontairement. C'est-à-dire, en gros, il n'y a pas plus efficace comme placebo que le fait de faire une infiltration. Le fait de faire une piqûre dans le genou a un effet placebo qui est très important. Donc ça soulage, malgré tout, ça soulage. Donc, il va y avoir 40% des personnes en général sont soulagées par une injection de sérum physiologique, quand on regarde dans les études. Quand on regarde maintenant les injections, qu'on compare le placebo, injection de sérum physiologique, avec l'injection d'acide hyaluronique, on voit qu'il y a, dans certaines études, une petite amélioration statistique. Mais donc c'est encore la même histoire. Mais encore une fois, c'est la même histoire. La pertinence clinique de cette différence a été considérée comme trop faible pour rembourser le traitement actuellement. Mais peut-être chez certaines personnes, ça peut être efficace. Et alors, exactement. C'est-à-dire qu'on compare des groupes, mais après, il se peut qu'on n'ait pas bien individualisé ceux qui seront des répondeurs. Et c'est tout le problème, c'est d'arriver à éventuellement, ça se trouve, il n'y a pas de répondeur, il n'y a pas de sous-groupe, mais peut-être qu'il y a des sous-groupes de personnes qui vont mieux répondre. Et concrètement, je vous coupe, parce que je veux savoir concrètement, vous le prescrivez parfois? Oui, ça m'arrive d'en prescrire. Je vais dire la vérité, ça m'arrive d'en prescrire parce qu'il y a certaines personnes qui disent effectivement avoir été bien améliorées, et ceci quand c'est répété tous les 6 mois. Mais je vais vous donner l'exemple d'un autre type d'infiltration qui là est démontré comme étant efficace et pertinent cliniquement, c'est les infiltrations de cortisone. Les infiltrations de corticoïdes, c'est efficace, démontré et fortement plus qu'un placebo. Ce sont des anti-inflammatoires quand on veut limiter l'utilisation. Pas nécessairement, c'est simplement que la durée d'efficacité est faible. Ça va être de quelques semaines, alors que ce qui est attendu avec les infiltrations d'acide hyaluronique, c'est plutôt plusieurs mois. Donc si ça marche, mais vous dites, a priori, ça marche pas. Mais attention, les infiltrations de corticoïdes, ça, en médecine fondée sur les preuves, c'est extrêmement efficace. Les seuls qui soient efficaces, c'est les anti-inflammatoires non stéroïdiens, c'est les infiltrations de corticoïdes. Alors parlons des compléments alimentaires. On va revenir sur des choses entre guillemets naturelles. Il y a énormément de compléments alimentaires qui sont proposés. Je vais aller directement vers ce qui est le plus mis en avant, c'est le collagène. Ah oui, alors en ce moment, il y a une vogue de collagène. Le collagène, ça existe soit en comprimé, oui. Bon, on n'a pas encore ouvert la boîte, personne s'y intéresse, on dirait. En poudre, ça a l'air plus séduisant peut-être. De la poudre de collagène. Et là encore, ça semble assez intuitif parce qu'il y a du collagène dans l'articulation, dans le cartilage. Est-ce que ça marche? C'est quand même moins agressif que les anti-inflammatoires. Bon, alors écoutez, le collagène est un constituant, c'est une grosse protéine, c'est une énorme protéine qui constitue nos cartilages. Donc évidemment, on se dit, on va prendre un peu de cartilage, on va dire, et puis comme ça va. Bah oui, mais sauf qu'il y a entre ce qu'on prend dans la bouche et puis ce qui va arriver dans l'articulation, il y a quelque chose qui s'appelle un estomac, avec un intestin. Et là, il va se passer des choses quand même à l'intérieur. En particulier, le collagène va être complètement détruit, on va dire, pour être en petits fragments minuscules. Et là, pour le coup, moi, je suis un pragmatique. Je veux voir des études bien faites qui montrent que par rapport à un placebo, c'est supérieur. Pour l'instant, je n'ai pas vu. Pour l'instant, je n'ai pas vu d'études bien faites qui montrent ça. Donc aujourd'hui, pas de produits qui permettent de régénérer le cartilage. Non. Alors là, et en plus, en général, c'est vendu très cher. Évidemment, non remboursé, encore heureux. Donc là, on s'allège le portefeuille. Voilà, et même chose avec la chondroïtine, la glucosamine. Alors il y a eu plus d'études avec glucosamine, avec chondroïtine, mais on arrive aux mêmes conclusions
à savoir que pour le moment, on n'a pas d'études qui démontrent une efficacité qui soit cliniquement pertinente. Bon, alors parlons de l'avenir, parce qu'aujourd'hui on a compris qu'il n'y a rien de remboursé et rien qui ait montré une efficacité pour refaire du cartilage. Il semble que l'impression 3D et les cellules souches de liquide synovial sont une voie d'avenir pour régénérer les articulations. On va écouter une chercheuse sur ce sujet, c'est Astrid Pinzano. Bonjour tous. Pour réparer les lésions du cartilage, une des stratégies est de produire des cartilages en laboratoire pour le greffer à terme chez le patient. Pour cela, les chercheurs travaillent sur une technologie en plein essor qui est l'impression 3D par bioextrusion. Cette technologie va permettre à la fois de reproduire les différentes couches du cartilage en associant des encres adaptées et spécifiques à chaque couche et une source de cellules souches qui est présente dans le liquide articulaire des patients à traiter. C'est pour bientôt, Francis Berenbaum? Pour bientôt, non. Je ne pense pas. Il faut différencier deux choses. Là, on n'est pas en train de parler du traitement de l'arthrose. On est en train de parler de pistes de recherche de prévention. C'est-à-dire qu'il y a un traumatisme dans le cartilage et on essaye de trouver un moyen pour, on va dire, boucher le trou, quoi. C'est-à-dire faire en sorte qu'il n'y ait plus cette lésion dans le cartilage qui, justement, peut aboutir ensuite à de l'arthrose. Quand l'arthrose est en place, même ça fonctionnera pas. L'environnement est compliqué, l'environnement est très inflammatoire. Il y a un environnement qui va faire que ça va être très compliqué pour ces cellules de prendre. L'autre élément également, c'est qu'on commence quand même à avoir des études dans l'arthrose avec les cellules souches et on n'est pas très optimiste avec ces études-là dans le monde là, qui ont déjà été faites. On n'a pas l'impression qu'on est face à une révolution. Et encore une fois, je parle là du traitement de l'arthrose. Installé. L'objectif, c'est donc d'éviter l'apparition et l'aggravation de l'arthrose. Et ça se joue très tôt dans la vie. Il y a des mesures de prévention. Merci beaucoup, Francis Berenbaum. On va justement maintenant rejoindre Frédéric et Hélène pour vous donner des conseils pratiques, notamment autour de l'activité physique, parce qu'on a compris à quel point c'était important. Le but, c'est de vous aider à prendre soin de vos articulations tout au long de votre vie. Alors prendre soin de ces articulations, on l'a dit, redit, ça consiste en premier lieu à les utiliser tous les jours avec toutes sortes d'activités physiques. Absolument. En fait, le premier conseil qu'on peut donner, c'est de lutter contre la sédentarité, c'est-à-dire ne pas rester assis tout le temps et au moins se mobiliser toutes les 30 minutes, de façon à avoir une mobilisation de toutes les articulations, en tout cas le plus d'articulations possible. Alors justement, on va se lever dans quelques instants, mais juste avant, comme on est à table et que quand même beaucoup d'entre nous, on travaille à table, quelques conseils, Hélène, pour maintenir ces articulations en forme quand on travaille sur ordinateur, par exemple? Il faut déjà penser à sa position assise. Il y a plusieurs façons de se tenir correctement assis. Si je suis penchée sur mon bureau avec l'écran devant moi, je peux être penchée comme ça. Ça, c'est pas terrible pour le dos. Donc, ce qu'il faut apprendre, c'est à dissocier et fléchir dans ses hanches. C'est-à-dire que là, je garde mon dos droit, je me penche en avant et je soulage mon dos avec un appui des bras. J'ai bien réglé mon poste de travail pour avoir le bureau à bonne hauteur, l'écran avec le haut de l'écran au niveau de mon regard. Et je peux même rajouter des appuis sous les avant-bras pour plus de confort. Mais est-ce que ça peut être utile de mettre, une question naïve, un corset pour maintenir son dos droit? Mais vous avez des muscles, Boris, il faut les faire travailler. Très bien, j'ai compris. Alors, deuxième option, on va se lever maintenant. C'est le corset naturel. C'est de travailler debout. Bien sûr. Donc l'idée, quand on est assis, on peut avoir déjà différents modèles de chaises. Il y a des chaises aussi avec des appuis sur les genoux. Donc alterner, comme disait Frédéric, toutes les demi-heures changer de toute façon. Et puis on peut aussi se mettre à travailler debout. Il existe même des bureaux sur vérin. Donc on peut passer directement de assis à debout. Alors on va maintenant écouter une astuce assez incroyable avec un petit gadget que vous nous avez emmené. Mais apparemment, ce n'est pas un gadget. Expliquez-nous à quoi ça sert, là, ce petit pédalier. Ça sert à garder un petit peu de mouvement. On va imaginer que ce pédalier est mis sous votre bureau. Voilà. Et puis là, vous allez pouvoir travailler en pédalant doucement. Ça s'allume, c'est électronique. Voilà. Alors, il y a différents modèles. Voilà. Ah oui, ça m'aide. Mais ça m'aide, en fait. L'idée, ce n'est pas forcément d'aller vite, mais c'est de mettre du mouvement régulier.
De même, certaines personnes travaillent par exemple sur un tapis de marche. Ils le règlent en général à 3 km/h, donc une vitesse lente, ce qui permet de rester concentré aussi sur le travail qu'on fait sur Et l'ordinateur. ça, honnêtement, parce que c'est pas très compliqué, c'est pas très dur, c'est déjà efficace. Oui, les articulations et les muscles. Alors, je me sens plutôt pas mal, là. Mais je vais me relever pour vous demander comment faire pour porter des charges lourdes. Et là aussi, comment faire pour porter ces bouteilles d'eau. Alors, évidemment, on n'est pas obligé d'acheter des bouteilles en plastique, hein. On peut boire de l'eau du robinet, on en a parlé dans d'autres émissions. Mais si on achète ça, vous avez un conseil à nous donner pour ne pas se faire mal et pour garder l'articulation en forme. Toujours, c'est avoir une logique d'économie. Donc quand on va porter, on va limiter les bras de levier de force, donc porter le plus près possible de soi. Je peux aussi porter une bouteille à la fois et non pas les 6 d'un coup. Et quand je porte près de soi, je me mets à hauteur de ce que je dois porter et je vais descendre à hauteur. Les jambes sont vraiment faites pour travailler, hein. On peut se baisser, se relever plus de 10 000 fois par jour, hein, donc pas hésiter à le faire. Par contre, le dos n'est pas fait pour porter des grosses contraintes penchées en avant. Donc là, les contraintes sont réparties au mieux sur le dos et les articulations des jambes. Et généralement, avec ce type de mouvement, on protège ses articulations. On protège ses articulations. Surtout pour des personnes qui ont des métiers avec des ports de charge répétitives, où des fois, ce n'est pas le mouvement isolé qui est problématique, mais la répétition du mouvement dans la journée. Alors c'est vrai que sur Internet, il y a pas mal de débats sur la nécessité de ces postures ergonomiques. Le niveau de preuve, parfois discuté. Est-ce que c'est vraiment efficace? Est-ce que ça ne l'est pas? Aujourd'hui, ce qu'on vous conseille, parce que ça ne mange pas de pain, c'est de faire attention et puis de suivre ces recommandations, en tout cas quand vous le pouvez. On va maintenant casser une idée reçue. La course à pied n'est pas contre-indiquée pour l'arthrose, et notamment l'arthrose du genou, même quand c'est lié au surpoids et qu'il y a un risque de charge sur les articulations. Ouais. On peut toujours courir, après c'est trouver la quantité de course. Avoir des bonnes chaussures, être sur un sol plutôt souple. C'est toute une question d'ajustement. Mais on peut courir. On va écouter le conseil de l'un des membres du collège de PUM, c'est Arnaud de la Fontaine. Il est kiné, il est ostéopathe, il est médecin de médecine physique et réadaptation et en plus, il est sportif de haut niveau. On lui a demandé ce qui pouvait interférer avec les contraintes articulaires lors de la course à pied. Écoutez son conseil. Ce qui va modifier ces contraintes, ce sont l'expertise et l'expérience du coureur. En effet, quand vous courez sur la pointe du pied ou sur le talon, cela va modifier les forces exercées sur les articulations, mais aussi l'environnement et le chaussage. Le message à retenir pour le chaussage, c'est de porter des chaussures confortables, non douloureuses et qui vous permettent d'avoir une technologie qui contrôle ces petits mouvements de pronation et supination. Voilà, à très bientôt. Ah, c'est quand même un petit peu technique. Hélène, vous courez. Oui, j'adore ça. Et vous devez faire attention à tout cela. Alors, je choisis bien mes chaussures et surtout, je fais attention à mon entraînement avec le renforcement musculaire qui va pour compenser, les étirements qui vont. Et c'est toute une préparation, en fait. Donc, on ne se met pas à courir n'importe comment, même si tout le monde peut courir. On est fait pour. On est fait pour. Maintenant, on va parler d'alimentation parce qu'on est aussi fait pour manger. En tout cas, on a besoin de manger. Frédéric, je me tourne vers vous. Est-ce qu'il existe des recommandations alimentaires pour éviter les problèmes articulaires? La réponse est non. En fait, c'est du bon sens. C'est avoir une alimentation qui ne soit pas déséquilibrée. C'est une alimentation qui soit suffisamment riche en protéines. C'est une alimentation qui va permettre d'éviter les apports de graisse animale trop importantes. Et vous êtes mieux placé que moi pour le dire. Et pour moi, le meilleur régime, c'est le régime méditerranéen. C'est un mode de vie. C'est souvent ce qu'on dit à PUMS, donc on vous renvoie vers, on vous renvoie pas, on vous recommande d'aller regarder nos autres émissions sur le sujet et vous partagez, j'imagine, ce que disait votre collègue tout à l'heure, le régime anti-inflammatoire, c'est pas votre recommandation. C'est des effets mode et il y a certainement, comme disait Francis Berenbaum, un livre à la clé. Alors, il y a quand même un cas particulier parce qu'on vous a invité. Et cette vidéo, d'ailleurs, elle était très sympa sur la goutte, hein, vous vous souvenez hein. Elle plaît beaucoup. La goutte, ouais. Et là, sur ce sujet-là, vous nous avez quand même donné plein de recommandations diététiques. Donc, vous ne pouvez pas me dire qu'il n'y a pas un intérêt à faire attention à l'alimentation pour certaines situations? Alors, il y a certaines maladies comme la goutte, ou ce qu'on appelle, on met le frein sur ABS. Mais on ne vous dit pas ce que c'est. Il faut aller voir. Il faut aller voir. Enfin, si vous savez, vous le mettez en commentaire. Et si vous avez bon, eh ben, on vous répond individuellement. Et peut-être un petit cadeau à la clé. Alors, il y a un aliment
qui est critiqué par certaines personnes. C'est le lait. On entend dire qu'il peut favoriser des problèmes au niveau des os et notamment qu'il peut provoquer l'arthrose. Je vais vous faire réagir à cette petite vidéo que j'ai dénichée pour vous sur le réseau TikTok. Si tu bois du lait tous les matins, voici ce qu'il se passera dans ton corps. Tu abîmeras tes os. Contrairement à ce que l'on pense, le lait n'est pas du tout bon pour les os. Des études scientifiques ont démontré que la teneur élevée en protéines animales et en acide sulfurique peut créer de l'arthrose. Alors, Frédéric, vrai ou faux? Faux. C'est ce qu'on appelle de la désinformation, des fake news. Et je conseille qu'une chose, désabonnez-vous de TikTok. Il y a quand même des vidéos PUMS sur TikTok Oui, aussi. Hein. Voilà, il y a des bonnes pratiques. Et vous dites quoi quand vos patients vous disent j'arrête de boire du lait? Alors, on a la chance de travailler avec des diététiciennes et on leur rappelle les recommandations sur les apports calciques. Et si pour X raisons, ils ne veulent vraiment pas boire de lait, voir comment on peut compenser les apports en calcium. Voilà, donc et puis les apports en protéines aussi. Ouais, on le dit souvent dans PUMS, on peut vivre sans consommer de produits laitiers. En revanche, ce qu'on vous dit aujourd'hui, c'est que ça ne provoque pas des problèmes d'arthrose. Alors, il y a une habitude dont beaucoup d'entre nous ont du mal à se défaire, c'est de se craquer les articulations. Vous savez le faire ou pas? Non. Vous connaissez le record du monde de craquage articulaire? Alors c'est de l'air dans l'articulation, hein, c'est rien du tout. Ouais, mais c'est quand même impressionnant. Ouais, et vrai. vous allez voir C'est vrai. ce que fait ce champion du monde. C'est un homme qui se fait craquer 46 articulations de suite. Bon, c'est assez impressionnant, c'est un record du monde. Alors, est-ce que se faire craquer les articulations, c'est dangereux? Eh bien, sachez, je sais, vous connaissez l'histoire, un médecin américain qui s'appelle Donald Unger, il a tenté de répondre à cette question en faisant une expérience insolite. Pendant un bon bout de temps durant sa vie, il a fait craquer les articulations de ses doigts de la main gauche au moins 2 fois par jour en ne touchant pas aux articulations de la main droite. Pendant plusieurs dizaines d'années, il a fait cela. Et donc, les articulations de la main gauche ont craqué pendant un demi-siècle, au moins 36 500 fois, contrairement à celles de la main droite qui n'ont craqué que rarement et de manière spontanée. Eh bien, vous savez ce qui s'est passé à la fin des 50 années? Pas de différence. Pas de différence. On a regardé ces radiographies et non, il n'y avait pas d'arthrose. Est-ce que vous nous confirmez aujourd'hui, solennellement, Frédéric, que se faire craquer les doigts, ce n'est pas un problème? Je le jure. Il n'y a qu'une chose, c'est que ça agace l'entourage. Et d'ailleurs, on se demande pourquoi certaines personnes ne supportent pas. Hein. C'est vrai ça. Je ne sais pas, c'est un peu comme les contorsionnistes, on a une sorte de phobie du cracking. Vous avez une explication, Hélène? Non. Bon, ben voilà, on termine avec ce doute, cette question. Si vous avez votre opinion sur ce sujet, si entendre vos amis, vos proches se faire craquer les doigts, ça vous dérange, dites-nous pourquoi. Peut-être on comprend, j'aime pas ça. Et dernière question avant de terminer, est-ce qu'il y a des examens systématiques à faire tous les ans, comme on a parfois des examens de dépistage pour certaines pathologies? Non, il n'y a aucun examen. Pas de radiographie. Aucune radio systématique. C'est vraiment très simple, les articulations. C'est très simple. Merci en tout cas, Frédéric, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Hélène, de nous avoir partagé vos connaissances dans le domaine de la kinésithérapie. On l'aura compris pendant cette émission, pour la santé de vos articulations et la santé en général, il faut bouger, et pas que les mains, et même en cas d'arthrose. Absolument. N'oubliez pas notre pari, le pari de PUMS, c'est de vous faire vivre mieux et plus longtemps en bonne santé.